Rock and roll. Bonjour à tous, c'est Mister Q, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, on se retrouve pour un nouvel entretien ciné autour de l'actualité cinématographique. On l'avait fait il n'y a pas longtemps avec le film Farang réalisé par Xavier Devanche, que je vous encourage à voir, parce qu'il est en salle depuis le 15 juin, donc je pense qu'il va être encore dans les cinémas. Et cette fois, on va s'attaquer à tout très très lourd, un film que j'attendais énormément, à savoir Limbo, réalisé par Soi Cheng, un polar hongkongais, ça fait très longtemps, qui était déjà sorti là-bas depuis 2021 et qui sort chez nous dans les salles depuis le 12 janvier. Alors je sais que pour les gens, il y a Mission Impossible, mais clairement, je vous encourage à aller voir Limbo et pour en parler, pour essayer de vous motiver à vous déplacer en salle pour voir ce petit bijou de violence brute. J'ai avec moi Max Pereira, un invité que vous connaissez forcément parce que ça fait quelques temps qu'il commence à venir. D'ailleurs, pour Farang, la dernière fois, c'était lui mon invité et je vous l'envoie tout de suite. Et voilà, bonjour Max. Salut Mister Cult, bonjour à tous et puis merci de m'inviter encore une fois pour parler de cinéma de Hong Kong. Alors m'inviter, c'est un peu toi qui as essayé de t'inviter tout seul hier soir. Je suis invité. C'est rare que je fasse ça. Hein. C'est vrai, j'avoue. Quand même que c'est rare. Mais là, pour parler de Limbo, j'étais obligé. Il faut qu'on fasse des vidéos. Il se dit, ouais, Mister Cult, il me laisse m'exprimer comme je veux, alors je vais lui demander, c'est ça. Mais je te le demanderai pas 10 fois, parce qu'on n'aura pas un film comme ça tous les 10 ans, je pense. Mais, c'est vrai. Mais en tout cas, là, c'était obligé, parce que je vois tellement de bêtises sur ce film que je suis obligé d'en parler, de pousser les gens à aller le voir. Alors, Limbo, c'est réalisé donc par un cinéaste que je connais pas beaucoup, qui s'appelle Soi Cheng. J'ai regardé un petit peu sa filmographie. Alors, il est surtout connu pour avoir fait Dog by Dog, Coq de combat, Accident, qu'on m'avait beaucoup vendu, SPL 2. Moi, personnellement, le seul film que j'ai vu de lui, j'en ai pas non plus pas un mauvais souvenir, mais c'était pas non plus un film qui m'avait transcendé. C'était l'adaptation du Roi Singe qu'il avait fait avec Donnie Yen, si je dis pas de bêtises, parce qu'on y a eu 3, mais je crois que dans le 2 et 3, c'est plus Donnie Yen, c'est un autre acteur. Et c'était pas non plus une grosse réussite, donc je sais que c'est un réalisateur qui varie très souvent les genres, passant de l'horreur au polar, des fois par la comédie, ou donc le film de commande avec le Roi Singe. Comment toi, un petit peu, tu te focalises par rapport à ce cinéaste? Est-ce que tu connaissais bien le mec avant Limbo? Parce que c'est quand même un mec qui a une carrière quand même de presque 20 ans. Ouais, c'est ça, il a commencé fin 90, début 2000. Moi, je l'ai découvert comme tout bon fan de cinéma de Hong Kong, hardcore. C'est un réalisateur qui était très très important. Moi, dans les années 2000, il a émergé dans les années 2000 avec surtout des polars, comme tu as cité. Il y a eu 10 ans de polars à peu près. Alors d'abord des films d'horreur et puis des polars. Ouais. Il y a eu par exemple, comme tu as cité, ouais, effectivement, Dog by Dog qui était sorti chez nous. Coq de combat qui était une sorte de... Il y avait des éléments de polar, mais c'était plus un film d'arts martiaux qui était aussi sorti chez nous, hein, qui était sorti en DVD. C'était une adaptation d'un manga. C'est ça, et puis Love Battlefield, qui est un petit classique du polar hongkongais des années début 2000 qui était formidable et qui est aussi sorti chez nous. Et donc il y a beaucoup de films de Soi Cheng. Et donc c'était un réalisateur à surveiller très 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 important, avec une vraie identité, une singularité dans la mise en scène, un univers, alors très glauque, très noir, hein, très noir sur une vision très sombre sur l'âme humaine, donc
à ne pas mettre entre toutes les mains si vous êtes un petit peu sensible à ce genre-là. Moi, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus directement, les films noirs et tout ça, mais il y a tellement une personnalité, c'est tellement un bon réalisateur que j'ai toujours un peu considéré comme quelqu'un d'important dans ma filmo. Et c'est un des derniers grands géants du cinéma de Hong Kong quand même, hein. En termes purement artistiques, il a vraiment, vraiment quelque chose. Et puis effectivement, on l'a un petit peu laissé. Alors vraiment, voilà, début 2000, ça a vraiment été les films les plus importants. Accident aussi, parce que c'est quelqu'un qui a commencé avec Johnny To quand même. Et Accident était un film produit par Johnny To. Il y avait vraiment les acteurs et l'identité de Johnny To. Il y avait Lam Sweat, il y avait Louis Ko, etc. Donc de très bons films aussi. Accident qui est aussi sorti chez nous. Et dans les années 2010, comme beaucoup de cinéastes hongkongais, ils ont vraiment franchi le Rubicon pour aller en Chine continentale, hein, pour continuer à faire du cinéma en Chine continentale. Donc là, effectivement, c'est la période plus commerciale, peut-être moins intéressante. Effectivement, la trilogie du Roi Singe qui lui a pris quand même la décennie. On peut citer aussi Motorway, qui je crois aussi était produit par Johnny To, mais que j'avais pas super apprécié à l'époque. Et puis aussi SPL2 entre-temps, qui était un petit peu le véhicule promotionnel pour Wu Jing avant qu'il explose en Chine continentale. Et il y avait aussi Tony Jaa au casting, Max Zhang, combat. Ouais, aussi Simon Yam, exactement. Donc une sorte de polar kung-fu dans la grande tradition des films hongkongais, qui mélangeait voilà, le polar et les arts martiaux. Donc film un peu hybride, un peu bizarre, mais très très intéressant esthétiquement et visuellement. C'est un film super beau. SPL2, ça n'a rien à voir avec le premier, hein, c'est pas du tout une suite, comme ils en ont l'habitude avec Hong Kong. C'est plus des réincarnations de personnages et puis aussi pour faire un petit peu d'argent sur le premier, pour rentabiliser un petit peu. Et là, c'est un film très beau. Moi, SPL2, c'est un film que je trouve, dans les années 2010, c'est peut-être celui que je préfère. Et il a aussi produit, alors il n'a pas réalisé, mais il a produit un film qui s'appelle The Brink, avec également Max Zhang, mais là dans le rôle principal. Et d'ailleurs, on retrouve Gordon Lam, hein, je crois l'acteur principal du film dont on va parler aujourd'hui, et qui est The Brink, pour moi, peut-être le plus grand film de Hong Kong des années 2010. Dans les années 2010, il n'y avait pas grand-chose, mais esthétiquement, graphiquement, c'est un polar kung-fu aussi, donc il y a beaucoup de scènes d'arts martiaux. C'est un polar hongkongais qui retourne un petit peu dans les endroits un peu crades, un peu sombres, un peu glauques, un peu humides. Donc ça manquait aussi au cinéma au polar hongkongais qui commençait vraiment à s'aseptiser depuis une dizaine d'années. Là, dès les années 2010, c'est vraiment le polar aseptisé. Donc The Brink, c'était vraiment une bouffée d'air frais. Et c'est donc Soi Chung qui a produit le film. Et le film est réalisé par Jonathan Lee, et ils vont revenir prochainement là dans la décennie qui arrive avec un autre polar kung-fu produit par Louis Ko et chorégraphié par Sammo Hung, avec Soi Cheng et Jonathan Lee en coréal, je crois. Enfin, je viens de voir un petit peu les prochains films de Soi Cheng. Il y a un film normalement qui est déjà sorti à Hong Kong cette année qui s'appelle Mad Fate, ouais. Une sorte de polar avec un flic, une prostituée, tout ça. Donc ça a l'air assez vénère, et il est aussi en post-prod pour un film qui s'appelle Twilight of the Warriors. Voilà, c'est celui-là dont Samong et tout ça. Ouais. C'est celui-là dont je te parlais. C'est là, il retourne un petit peu à ce qu'il a fait dans SPL2 et dans The Brink, à savoir un polar mais avec du kung-fu. Donc c'est une adaptation de manga. Donc ça va être polar de manière un peu esthétique, comme ils font un environnement contemporain dans le Hong Kong un peu noir et tout, avec les gangsters et tout. Ouais, c'est ça. Les gangsters et tout, mais saupoudré de chorégraphie d'arts martiaux. Donc là, ça va être Sammo. Dans SPL2, c'était les mecs de Jackie Chan, Ken Lo, Nicky Cho, tout ça. Donc là, ils retrouvent un petit peu ça, et j'ai hâte de voir ça aussi. Ça va être moins radical que le film d'aujourd'hui. Ça va être, je pense, beaucoup plus populaire et beaucoup plus grand public. Mais je pense que ça va être très intéressant. Après, je pense que peut-être niveau fight, vu ce qui se passe en ce moment dans les films d'action, peut-être qu'on peut quand même essayer de... Peut-être que le cinéma hongkongais peut malgré tout se diriger vers un cinéma d'action, certes bien chorégraphié, mais peut-être avec une plus grosse violence graphique. Oui, bah c'est un peu ce que d'ailleurs, là c'est Sammo qui fait les chorés, qui revient. Ça fait toujours plaisir parce que c'est un géant, hein, du cinéma d'action. Et il avait déjà un petit peu amorcé ça justement avec, alors il s'appelle SPL3, mais en fait c'est SPL Paradox. Qui reprenait un petit peu la même trame que SPL2, mais avec un casting un peu différent, avec Louis Ko encore. Je crois même que Soi Cheng aussi produit. Je crois que Soi Cheng produisait aussi SPL Paradox, et qui était aussi très violent, très 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 violent dans les combats, et justement cette vibe film indonésien, film coréen dont on parlait la semaine dernière. Enfin voilà, c'est vrai que ça flirte un peu sur ça aussi.
qui avait justement tendance un petit peu à te gêner parce que toi, tu m'as dit Ouais, que tu ouais. n'es pas forcément le plus gros fan du cinéma Ouais, coréen. ouais, ouais, moi, tu sais, je suis un fan du cinéma de Hong Kong, c'est Jackie Chan, Sammo Hung, un peu, donc, un peu violent, un peu vénère, mais pas non plus qui rentre dans la chair, qui transperce les corps et tout. J'ai un peu plus de mal avec ça. Mais j'ai hâte de voir tout ça, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. D'accord. Donc aujourd'hui, donc on va s'attaquer donc à Limbo, qui est, comme j'ai dit, qui est sorti de là-bas depuis 2021 et qui depuis avant qu'il sorte dans les salles a tourné un petit peu dans quelques festivals. Je te propose, avant qu'on entre dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va se mater un petit peu la bande-annonce, Bien sûr. pour voir un petit peu de quoi le Avec film en plaisir. retourne pour les gens qui n'ont pas vu d'images ou ne savent pas de quoi ça parle en tout cas. Et c'est parti. 冇自己嚟啊！ Crazy! 真係覺得你仲適合做個警察。Pouah, La bande-annonce est efficace. j'avoue. Elle en montre quand même un petit peu l'univers du décor par rapport à... Parce qu'en fait, je vais me raconter un petit peu l'histoire pour les gens qui ne savent pas. En gros, on suit l'histoire... Je pense que ça se passe à Hong Kong. Je sais que c'est jamais vraiment cité pleinement, mais je crois Jamais que ça se cité, passe à mais Hong Kong. ça se passe à Hong Kong, bien sûr. Mm. Bien sûr. On suit Cham Lo, qui est un flic vétéran et qui doit faire équipe avec son supérieur fraîchement débarqué, beaucoup plus jeune, qui s'appelle Will Ren, pour enquêter sur un tueur en série qui s'attaque aux femmes et qui laisse sur les lieux du crime une main coupée. Pour cela, ils seront aidés de Wong To, qui a une ancienne toxico, qui a un lourd passé avec Cham Lo. Voilà. Donc le film un petit peu développe cette pseudo relation par rapport à ça. En fait, c'est une relation quelque peu compliquée. Alors, on va partir un petit peu dans le spoiler, mais c'est pas très grave si vous êtes au courant de telle et telle chose, parce que le film, la bande-annonce déjà le montre assez explicitement. C'est qu'en gros, on suit une femme qui s'appelle donc Wong To, qui en fait a un lourd passé avec Cham Lo par le fait que à l'époque c'était une grosse droguée et il y a eu un accident où elle a tué, elle a mis elle est rentrée dans sa femme et clairement elle était dans le coma, mais on pense clairement qu'elle va pratiquement jamais se réveiller quoi. Donc à cause de ça, en fait c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils ont commencé à parler de Limbo, ils ont commencé à le comparer. D'ailleurs on le voyait dans l'annonce, c'est une sorte de le nouveau Seven du 21e siècle ou des trucs comme ça. Ça se voit énormément dans l'esthétique, dans les décors, dans cette pluie tonitruante et tout ça. Et finalement en fait oui, on peut retrouver un petit peu de Seven, notamment dans clairement les 15-20 premières minutes, comment il joue un petit peu sur la découverte des corps et tout ça, sur le duo de flics avec le jeune un petit peu qui veut faire ses preuves et le vétéran qui est un petit peu genre, comment dire, quelque peu posé, qui est un peu proche de la retraite et tout ça. Et petit à petit, en fait, le film t'emmène autre part, joue vraiment à contre-courant des codes du thriller pour finalement amener l'intrigue par rapport au tueur, l'enquête policière qui devient presque secondaire, voire presque tertiaire à un moment. Parce qu'en fait, le personnage principal, c'était pas forcément les deux flics, même si Cham Lo a un peu plus d'importance, parce qu'il a, comme j'ai dit, il a un lourd trauma. Et finalement, en fait, le vrai enjeu du film, c'est le personnage de Wong To, c'est cette toxico qui est sortie de prison, qui va essayer un petit peu d'essayer de se faire pardonner par rapport à Cham Lo, d'essayer en fait, d'amener un chemin vers la rédemption. D'ailleurs, il y a un moment, tu as un plan où je sais plus, il a matraque. En fait, au moment où il se retrouve, il veut la tuer, clairement. Tu as Will Ren qui l'en empêche. Et tu la vois juste après, elle veut prendre le bus, elle veut se barrer, elle veut quitter la ville. Et en fait, dans le bus, finalement, elle se dit non, je peux pas finir sur cette note-là. Je sais pas comment le dire exactement. Je peux pas finir après ce que je viens de faire. Je vais essayer de tenter de me faire pardonner, Oui. voilà, de me faire accepter par ce mec-là. Le regret et la demande de pardon, en fait. C'est ça. Et en fait, tout le film traite de cette thématique. Hein. Alors, pour moi qui n'ai pas vu les films précédents de Searching, est-ce que vraiment le pardon qui, même aujourd'hui, dans le monde occidental,
devient quelque peu sujet à tabou. Est-ce que dans le cinéma de Soi Cheng, c'était une thématique qui revenait très souvent dans ses films précédents? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'était un peu au cœur et c'était souvent de la peinture de la noirceur de l'âme humaine et de la recherche d'humanité à travers tel ou tel personnage. Donc là, c'est vraiment poussé à son paroxysme. Pour moi, Soi Cheng, c'était un réalisateur que je trouvais prometteur, hyper intéressant, enfin une des meilleures révélations des années 2000-2010. Mais là, avec ce film-là, c'est clairement le film de la maturité. C'est son meilleur film, hein, pour moi, ça, il n'y a pas photo. Ouais. Enfin, il a pas fait mieux que celui-là. Le fait qu'il sorte chez nous aujourd'hui en grande pompe et puis qu'il soit un petit peu comme ça mis sur le devant de la scène, je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il a atteint une maturité, comme tu l'as dit, dans dans le thème qu'il a choisi du film, où il a vraiment, où le fond et la forme ne font qu'un, c'est-à-dire que la décharge publique, le monde, en fait, la société moderne qui dépeint à travers cette cette espèce de décharge publique à ciel ouvert qu'est la ville de Hong Kong, mais qui pourrait en fait se prêter à n'importe quelle ville, n'importe quelle mégalopole du monde entier, et vraiment en accord avec la peinture de ces personnages et de ce que ces personnages traversent, parce que c'est vraiment des personnages qui doivent traverser l'enfer. Et comme tu l'as vraiment dit, le personnage de Wang To, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Bon, ouais. qui est une actrice de Chine continentale qui s'appelle Xia Liu. Ouais, je cite juste un petit peu le casting. Ouais. En tout cas, on a un gros quatuor. Donc, on a Gordon Lam, qu'on avait vu par exemple aussi, on en avait parlé récemment sur Infernal Affairs. On a son coéquipier Will Ren qui est joué par Mason Lee, que je connais pas. Xia Lu, qui est un petit peu la révélation du film, et donc dans le rôle du tueur, donc un acteur japonais, Hiroyuki Ikeshi. Ouais, qui est un acteur du cinéma japonais qui avait notamment joué chez Miike, mais qui joue souvent à Hong Kong et en Chine des rôles de méchants japonais. Il a souvent accepté de jouer ce rôle-là. Il jouait dans Ip Man notamment, c'était le méchant de Ip Man. Et puis il y a quand même une actrice aussi qui s'appelle Fish Liu, qui est un petit peu l'autre personnage féminin du film, qui est le personnage junkie du film, qui est aussi assez formidable, qui est une actrice de Hong Kong. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois personnages principaux, qui sont donc Xia Liu, est une actrice de Chine continentale. Gordon Lam, c'est effectivement un acteur hongkongais qui vient du polar, et on en avait parlé dans Infernal Affairs notamment. Il était jeune, il débutait à cette époque-là, qui est maintenant l'incarnation du polar hongkongais, et puis donc un acteur hongkongais. Et Mason Lee, qui est en fait, pour les gens qui connaissent Ang Lee, c'est son fils, hein, c'est le fils de Ang Lee. Et ça sera le futur Bruce Lee, on en avait parlé. C'est ça exactement. D'accord. Et pour les aficionados, et c'est intéressant de voir justement le fait qu'il y ait une actrice de Chine continentale, un acteur de Hong Kong et un acteur américain mais d'origine qui vient de Taïwan, en fait, comme l'espèce de sainte trinité, tu vois, on retombe un peu là-dedans, et qui dresse, parce que c'est les trois personnages principaux et c'est les trois personnages bons du film, hein, ce sont vraiment les héros du film, et ils se mutualisent, d'abord ils s'affrontent, puis ils collaborent, et ça peut parler aussi un petit peu des relations conflictuelles entre ces trois Chines, on va dire, hein, entre la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan. Tu peux aussi voir cette peinture-là à travers le choix des acteurs dans les personnages, puisque à Hong Kong et en Chine continentale, il y a un espèce de quota à respecter d'acteurs, et il faut qu'il y ait tant d'acteurs de Chine continentale, tant d'acteurs hongkongais, tant d'acteurs taïwanais pour un certain type de grosse production, tu vois. Donc c'est marrant qu'ils jouent aussi là-dessus et qu'ils les mettent tous les trois dans une articulation de personnages. Je croirais dans un contrat Disney, tu sais. C'est même pire que ça en Chine, hein, les contrats, les trucs, c'est vraiment pire que ça. Mais en tout cas, comme il y a des petites problématiques entre ces trois territoires, mais qui font partie de la Chine, mais qui sont un petit peu à côté, du coup, il y a toujours ce nombre de quotas qu'il faut respecter dans tout un tas de productions. Et comme c'est une coproduction entre la Chine, enfin c'est pas une coproduction, mais il y a de l'argent de Chine continentale, de Hong Kong, et puis même je crois un peu de l'étranger aussi, je crois. Il y a des quotas à respecter. Mais c'est marrant que du coup qu'ils jouent là-dessus, sur ces trois trucs, par rapport à la destination des personnages. Mais c'est vrai que moi, quand je l'avais vu la première fois, ce film, je l'avais vu il y a 2 ans, il était sorti il y a un bon nombre, il y a 2 ans déjà. Et moi, je m'étais vraiment attaché en tant que fan de cinéma de Hong Kong, vraiment au fait que c'est un polar qui se passe à Hong Kong, et je m'étais vraiment accroché à l'esthétique. Et en fait, en le redécouvrant là au cinéma, je l'ai vraiment redécouvert d'une autre manière. Alors, j'avais vu la critique de Yannick Dahan, qui est quand même quelqu'un que j'admire beaucoup et qui a fait une superbe critique sur le film, qui a vraiment compris le cœur du film, c'est-à-dire qu'il nous a pas fait un truc à l'aune de fans de cinéma de Hong Kong. Il a rappelé le message universel du film, et que même si vous n'êtes pas fan de cinéma de Hong Kong ou asiatique, vous pourrez quand même apprécier le film et le cœur du film à travers ce qu'il raconte, parce que c'est vraiment
c'est vraiment une œuvre universelle qui pourra toucher tout le monde. Et ça, il le rappelle bien. Il parle à peine du rapport Chine-Hong Kong, il en parle pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas vraiment le propos du film. C'est un peu en dessous, on peut gratter un petit peu, c'est un petit peu derrière, mais c'est pas ce qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, effectivement, c'est le personnage de cette personnage principal, ce que tu as dit, cette actrice, enfin ce personnage de Sia Liu qui choisit à un moment donné, parce que en fait, c'est quoi ce personnage? C'est une merde humaine, hein, c'est-à-dire que c'est une merde, c'est une droguée qui prend le volant et qui tue une femme, enfin qui détruit un couple et qui tue, je crois, une femme, et je crois même que la femme était enceinte, enfin, elle commet un truc, je sais plus si la femme était enceinte, je m'en souviens plus de ça, mais je crois que, en tout cas, elle envoie cette femme qui dans mon souvenir était enceinte, mais peut-être pas, je me rappelle plus, mais en tout cas, elle Je envoie crois cette... qu'à un moment, il le dit. Ouais, il le dit, je crois. Ils attendaient un bébé, donc elle détruit un couple juste parce que c'est une merde de droguée, de junkie, et qu'elle a le poids de la destruction d'une famille sur les épaules, du meurtre d'un enfant. D'ailleurs, ça rappelle l'actualité, tu vois, de certaines stars qui ont fait la même chose il y a pas longtemps et qui, eux, n'iront pas en prison et qui ne passeront pas par le purgatoire. En tout cas, voilà, petite parenthèse. Heureusement que les films existent quand même pour pas qu'on s'énerve trop. Mais en tout cas, voilà, revenons sur le truc. En tout cas, ce personnage-là est une merde. Elle fait un crime absolument monstrueux, mais de par sa connerie et de par sa faiblesse. Et à un moment donné, elle retrouve le flic, parce que le flic, enfin le couple, en fait, il y avait un flic, donc qui est le personnage principal, et le personnage principal la retrouve. Il se rend compte qu'elle a purgé sa peine de prison, mais que pour lui, ça suffit pas. Il a besoin vraiment et d'ailleurs, c'est aussi un film sur le pardon, puisque ce personnage va apprendre, le personnage de Gordon Lam va apprendre à pardonner. Et c'est aussi quelque chose de très christique, apprendre à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et ça, c'est fondamental au parcours du personnage qui est aussi héroïque et aussi christique. Mais on va suivre vraiment cette femme qui va à un moment donné faire le choix, parce que lui, vraiment, au début du film, il la démonte, il lui dit tu vas m'aider à faire ça, tu vas m'aider à machin, c'est vrai que ça joue très souvent un petit peu avec ton ressenti. J'avais l'impression de voir un petit peu un film comme The Devil Reject de Rob Zombie, où pendant la première heure, tu vois des tueurs psychopathes, vraiment le film le montre vraiment sur le pire aspect de l'humanité. Et puis à partir de la deuxième partie, au moment où voilà, la famille commence à se prendre une glace et tout ça, tu commences à être en empathie, ce qui devient ultra dérangeant parce que tu es en empathie avec des tueurs psychopathes. Et là, alors on n'est peut-être pas aussi hardcore parce que clairement, la junkie, elle n'avait pas décidé de foncer sur une femme ce moment-là. Mais c'est vrai que pendant le début, c'est clair qu'au fond de toi, t'es forcément du côté du flic parce que cette meuf, elle lui a foutu sa vie en l'air, sa femme est dans le coma et elle va peut-être jamais se réveiller. Ils ont perdu un enfant. Donc, mais au fil du film, ouais, clairement, elle se fait péter la gueule. Je pense que c'était la scène que tu voulais m'en parler, où clairement, elle revient le voir, elle dit oui, j'aimerais que vous me pardonnez. Et pendant vraiment 2-3 minutes, le mec, c'est des claques, hein, c'est lui met des patates, tout comme ça. Mais l'autre à côté, comme toi. mais ces deux personnages sont symétriques parce qu'en fait, l'une va aller vers la rédemption et l'autre va aller vers le pardon. Et du coup, une certaine forme de sacrifice, c'est-à-dire que ça, c'est très christique. Hein. C'est-à-dire que c'est pas moi qui suis chrétien, je peux en parler parce que c'est pas quelque chose qui correspond à l'Ancien Testament de œil pour œil, dent pour dent, justement. Et justement, c'est-à-dire apprendre à pardonner, et c'est ce que tu disais aussi dans Devil Reject, et c'est ce qui fonde un peu le christianisme, c'est apprendre à pardonner même à ceux qui nous ont fait du mal. Tu vois, au bout d'un moment, tu ne peux pas devenir le mal qui t'a fait du mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois pardonner, aussi difficile que cela puisse paraître, tu dois apprendre à pardonner. Alors, dans la limite du possible. Hein. Dans la droite, la gauche, tu connais le truc. Mais là, justement, c'est un parcours de pardon, de rédemption, de tout ça. Donc, lui, il va apprendre au fur et à mesure du film, il va se prendre d'empathie pour cette nana et il va se dire, putain, mais je vais beaucoup trop loin, en fait. En fait, là, elle est en train... Parce que c'est vraiment la passion du Christ en version polar Hong Kong. Hein. C'est-à-dire que le Christ, c'est la fille. C'est vraiment la fille. Et Gordon Lam, c'est la foule lyncheuse qui a sacrifié le Christ. C'est-à-dire qu'il lui a balancé des cailloux, qu'il l'a fouetté, qui a préféré libérer un assassin plutôt que de libérer le Christ. Enfin voilà, la foule lyncheuse, c'est en fait Gordon Lam. Et au fur et à mesure, ce qui est magnifique, hein, c'est vraiment le cœur du film, c'est que les deux vont se coordonner et ça va donner quelque chose ça va donner l'amour authentique, mais à travers quand je parle d'amour, ça va être à travers une succession de 2 heures
où littéralement, en fait, le personnage traverse l'enfer et le purgatoire. C'est-à-dire que, mais ce qui est intéressant, c'est que le Mais personnage d'un de autre la côté, comment lui en vouloir aussi? Comment lui en vouloir aux flics? Parce que, comme on l'a et dit, oui, il bien a sûr. détruit une vie. Et même, je sais plus combien de temps je crois qu'elle le dit à un moment, je crois elle a purgé sa peine, je crois que c'était 2 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, je Oui, veux dire, oui, c'est qu'il n'y a rien du tout, en fait. au Oui, fond de toi, tu te oui, dis, oui. 2 ans, Et, c'est plus naturel. Elle et mériterait ça plus. parle aussi ça parle aussi de la loi, c'est-à-dire que la loi n'est pas forcément juste. C'est-à-dire que quelqu'un qui tue, parce que c'est quand même grave, il faut quand même le dire. Oui, d'accord, elle n'a pas voulu la tuer, mais je veux dire, son inconscience de droguée, elle a pris une voiture, elle a foncé sans regarder, elle a tué une femme enceinte, en fait. Enfin, elle l'a tuée parce qu'en fait, la femme se retrouve à l'hosto, mais c'est un légume, et en fait, dans le film d'ailleurs, bon, elle ne va pas durer très longtemps. Mais si tu veux, c'est quand même c'est un péché, enfin, c'est un crime, quoi, c'est un péché. Il faut vraiment en avoir conscience. C'est pas quelqu'un qui a, et son inconscience a provoqué la mort. Et souvent, c'est le cas de beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de certaines choses, hein, parfois aujourd'hui, qui pensent qu'en fait leurs actions n'ont pas de conséquences sur certaines choses qui peuvent devenir au demeurant très très graves. Et donc 2 ans pour lui, qui est flic en plus, donc qui représente la loi, il trouve ça trop court et il va lui aller dans un parcours un peu compliqué où il va un peu être son bourreau. Il va être un peu le personnage qui va lui en mettre plein la gueule et qui va lui dire non, tu mérites beaucoup plus de punition que ça. Et au bout d'un moment, il va comprendre, lui il va comprendre qu'il va trop loin. C'est principalement quand il commence à un peu Même vers le son milieu du collègue, hein, film. le remet un petit peu à sa place. Hein. Oui, le collègue, son collègue, c'est un peu autre chose. Lui, c'est vraiment l'innocence. C'est vraiment le mec qui débute et qui a pas encore. C'est le jeune, quoi, qui a pas forcément toutes les connaissances de la vie, d'une vie dure. Donc, il apprend un petit peu. Et d'ailleurs, de cette expérience, il va sortir grandi de cette expérience-là. Mais c'est vrai lui, il voit un petit peu ça de l'extérieur. Il sait pas trop comment se placer. Il est un petit peu du côté du flic, un petit peu du côté de la meuf. Et puis, il est un petit peu, mais il est très important ce personnage, parce que c'est en fait lui qui représente le témoin. C'est le témoin de tout ça en fait. Et C'est un peu le point d'ancrage pour essayer de canaliser le personnage spectateur, ouais. ouais, de Chamlo et d'avoir finalement petit à petit une certaine empathie vis-à-vis du Wongto. Je pense que vraiment il est vraiment dans un entre-deux, même si d'ailleurs tu as une deuxième partie. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet par rapport aussi au personnage, au traitement de la femme, ce qui a, de ce que j'ai vu, a dérangé énormément de personnes. Je vais vous mettre, on va juste regarder un petit peu le premier extrait que je vais mettre. On sent à ce moment-là que vraiment Chamlo, quand il la revoit, il a vraiment envie de la tuer là, à ce moment-là. Oui, et le personnage est vraiment représenté comme la bête. C'est-à-dire que c'est une bête féroce qui est à la recherche de sa proie. Et le personnage, au début du film, même renifle, il résout ses enquêtes en reniflant les ordures et en reniflant les odeurs. Et c'est presque plus un humain. Il est vraiment devenu à l'état d'animal. Et il représente un peu la bête, quoi. La bête, l'animal qui va traquer et qui va essayer de poursuivre cette fille, quoi. On le voit un petit peu là dans l'extrait que tu as cité. Donc il redevient. En fait, le personnage de Gordon Lam ne devient pas inhumain, il devient simplement animal. C'est-à-dire qu'il revient à un état primaire de ce qu'on était en des temps immémoriaux. Et il va reconquérir son humanité au fur et à mesure. Mais il tombe pas dans l'anti-humain. Il va pas non plus, il va pas aller tuer des gens, ça va pas devenir un monstre, ça va devenir un animal en fait. Quelqu'un qui renifle, quelqu'un qui poursuit, quelqu'un qui traque et qui fait confiance à son instinct. Et au fur et à mesure, il va reconquérir son humanité. Je voulais en venir justement avec le personnage de Wongto parce que bah, c'est quand même, on l'a dit, c'est un personnage qui prend énormément de coups, clairement dans le sens figuré, que ce soit cette quête de rédemption avec le personnage de Chamlo, mais aussi au moment où il y a ses anciens fournisseurs quand elle donne les noms, quoi, quand elle devient la balance, et elle va se faire poursuivre également avec eux, puis après il va se passer quelque chose aussi avec le tueur qui réussit à la choper.
une scène assez, assez douloureuse. Assez immonde, ouais. Horrible. Voilà. Bon, clairement, on spoil, mais elle se fait violer, clairement, et c'est un plan qui m'a vraiment, Pourtant, je veux dire, c'est ça qui est dingue, parce que des films gore, des films violents, j'en ai déjà vu plein. Mais en fait, il y a quand même, malgré tout, il y a toujours une frontière par moment sur ce qui est regardable et ce qui est vraiment insoutenable. Cette scène, j'étais vraiment mal à l'aise, et ça faisait très longtemps. Et pourtant, des scènes de viol, j'en ai déjà vu. Il y en a plus ou moins qui m'ont dérangé, mais celle-là, elle te fait mal. Et ça me fait toujours rire quand même quand à la fin, t'as Will Wren qui va voir Wong-To à l'hôpital après cette affaire, où il dit oui, refais ta vie, essaie d'être heureuse. Je fais, mec, elle vient de se faire violer, ça va laisser des séquelles quand même. Je sais pas, ça fait mal, quoi. Et donc du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui avaient reproché ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris le message à 100% par le fait un petit peu de cette violence faite aux femmes pendant tout le film. Le personnage de Wong-To, mais je me souviens aussi que l'autre personnage féminin, quand il les emmène dans son appart, dans son appart à elle, je crois qu'elle se fait aussi un petit peu baffer. On a aussi, dans une certaine mesure, on a la femme de Chamlo qui est la victime d'un accident, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas si c'est peut-être la communauté un petit peu féministe qui sont un petit peu allés trop dans les extrêmes, mais alors que je trouve que justement, en fait, toute cette violence graphique par rapport à la condition de la femme, ça amène à la narration toutes les thématiques propres au cinéma de Soi Chung, pardon, sur le chemin de la rédemption, en particulier pour Wong-To. Donc moi, ça m'a pas dérangé, cette violence. Je peux comprendre qu'à un moment, elle soit assez excessive. Et d'ailleurs, c'est comme tu l'as dit avant, c'est que Chamlo, à un moment, il se dit, en fait, à force de la frapper, de la cogner, Wong-To, ça sert à rien. Enfin, à certains moments, ça n'a plus aucun intérêt. On voit qu'elle essaie de se rattraper, même si je pense au fond de lui, parce que même si à la fin il lui dit oui, je te pardonne, au fond de lui, il n'y aura jamais ce pardon à 100%, parce que sa faute qu'elle a fait, c'est quelque chose de très grave. Moi, je pense au contraire que non, à la fin, il lui pardonne vraiment. Je pense qu'en fait, on touche au cœur de le plan final, où où tu la vois elle à l'hôpital, et Gordon Lam, enfin je sais plus comment il s'appelle le personnage, tu le vois au bras de sa femme, Will Wren, qui partent, Chamlo, tu le vois, tu la vois elle, enfin lui il lui pardonne, ça se voit dans son regard, et c'est transmis ensuite à elle par le biais de son coéquipier, et à la fin le plan final où tu la vois elle qui est dans une espèce de renaissance, et le couple qui part comme ça vers le ciel. Moi, j'ai pleuré à la fin. Moi, j'ai pas pleuré du film. J'ai été. Mais le tout dernier plan, en fait, où tu comprends justement que les deux personnages sont arrivés à leur destination. Un a vraiment pardonné. L'autre s'est vraiment pardonné, a vraiment reconquis son. Enfin, elle a traversé l'enfer pour renaître. Donc, en fait, les deux ont réussi finalement, mais à travers quelque chose, comme tu dis, qui laissera des séquelles, qui sera insupportable. Et d'ailleurs, taxer le film de misogyne, si simplement le fait que des femmes s'en prennent plein la gueule pendant 2 heures, c'est un truc misogyne. Mais justement, alors j'ai peut-être pas trop compris le féminisme, parce que moi je pensais que le féminisme c'était justement il y a le cure aussi, la dénonciation du fait que les femmes subissaient la société patriarcale ou masculine ou tout ce que tu veux. Et là, effectivement, ça parle de ça. On peut le voir aussi comme ça. Après, chacun peut. Enfin, moi, je sais pas. Je suis pas féministe. J'en sais rien. J'ai pas ce point de vue-là, mais je peux peut-être si je me mets à la place de quelqu'un qui pense comme ça, je peux effectivement voir ça. Moi, c'est pas ça qui m'a forcément dérangé quand le film est taxé de misogyne. C'est plus. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que une femme ne peut pas avoir ne peut pas être le Christ, en fait. Ne peut pas avoir son 2 heures de rédemption et de. On revient à l'aspect religieux de nous. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes sont intrinsèquement bien, elles ne peuvent pas faire d'erreurs, et du coup elles ne peuvent pas non plus être dans la rédemption de leurs erreurs. Enfin, elles ne peuvent pas rattraper leurs erreurs, elles peuvent pas. Tu vois, c'est ça qui m'a posé problème. C'est pourquoi est-ce qu'une femme pourrait pas faire ça? Enfin, un homme pourrait le faire, donc une femme pourrait le faire aussi. Justement, c'est ça l'égalité. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Jamais dans le film, je me suis dit,
ah putain, ah c'est bien, ah ils l'ont bien tabassé, c'est formidable. Mais jamais de ma vie, j'ai considéré ce personnage comme un personnage, et puis elle traverse les épreuves de l'enfer, et puis elle renaît. Mais ça aurait très bien pu être ça aurait très bien pu être un homme, en fait. Et ça aurait même très bien pu être un homme qui aurait pu se faire. Enfin, voilà, c'est toujours des considérations bizarres parce que, après, voilà, si tu considères effectivement que de voir une femme se faire fracasser pendant 2 heures, c'est misogyne, mais après, ça dépeint aussi une certaine réalité aussi. C'est-à-dire que c'est des choses qui existent aussi. Donc, en tout cas, voilà, tout dépend comment toi tu te places. En fait, je pense que c'est une question de placement. C'est-à-dire que moi, effectivement, quand je vois le film, si j'ai pas une seule seconde, j'ai pensé à me dire ah c'est bien fait pour sa gueule. Je me suis dit c'est bien fait pour sa gueule à un moment quand il commence à lui mettre des tartes, il commence à la réveiller. Je peux comprendre parce que la personne, que ce soit une fille ou un homme, la personne a tué sa femme enceinte. C'est-à-dire que je mets au défi n'importe quelle personne au monde de vivre ça en fait. Et je pense qu'il y aura quelques tartes qui se perdront. Et ça sera le truc le plus gentil, hein, parce que c'est très difficile. Et justement, après, le parcours de ce perso de Gordon Lam, c'est justement là où le moment où il est allé trop loin, c'est le moment en fait où il la laisse tomber et où là le tueur la rattrape. Et là, il comprend, il dit putain, en fait, elle est tombée sur un mec comme moi qui est. Bon, j'y suis allé vraiment très fort, mais en même temps, elle a tué ma femme et mon enfant. Mais là, si tu veux, ce qu'elle va subir avec lui là. Elle méritait pas forcément ça. Elle va quand même le vivre, mais c'est pas ce que lui espérait. Enfin, en tout cas, si, je pense qu'il l'a espéré très fort, mais au moment où ça arrive, il se dit oh putain, là ça va trop loin, je peux pas livrer une fille, qu'elle ait fait de la merde ou pas, je peux pas livrer une fille parce que c'est pas une bête, c'est pas un animal le tueur, c'est quelqu'un qui est inhumain. C'est quelqu'un qui est inhumain. Gordon Lam, c'est une bête, c'est un animal dans le film, mais le tueur, c'est pas une bête. Une bête ne va pas gratuitement découper des mains, en faire la collection. Ça n'existe pas dans la nature. Ça. C'est quelqu'un qui est inhumain, qui sort de l'humanité. Et elle va vivre, comme tu as dit, la scène de viol, tout ça, les tortures, les machins, en plus dans les décharges, dans les poubelles du monde, quoi. Il y a peut-être aussi la place sociétale un petit peu de la fin. De la femme, comment ils sont traités dans le film, parce qu'à part éventuellement la femme de Chamlo, qui on pense est peut-être quelqu'un qui avait une bonne situation financière, enfin voilà, clairement qu'ils avaient un bon travail, mais clairement vraiment les personnages féminins que tu vois dans le film, que ce soit les victimes du tueur, ils le disent, soit c'était une droguée, je crois la deuxième victime, je crois que c'était une stripteaseuse ou un truc comme ça, donc clairement c'est les bas-fonds des personnes, genre ils meurent, ça nous arrange bien quoi. Donc là en plus les deux personnages féminins qu'on suit, le personnage de Wong To, c'était une ancienne toxico qui est un petit peu sur le chemin de la rédemption, et l'autre qui est encore drogué et qui en plus entretient une relation avec le tueur parce que je sais pas, il y a une relation un peu, je sais pas s'il y a une relation un peu malsaine, enfin ils le disent pas vraiment, c'est très explicite plutôt, mais voilà, c'est très bizarre comment la femme est représentée dans le film, c'est que soit c'est quelqu'un qui a fait une faute, soit c'est clairement des femmes qui sont en marge de la société, quoi. Et là, tu me diras, chez les hommes aussi, c'est pas mieux. Je veux dire, à part les deux flics, on a des clochards. D'ailleurs, on a des tueurs, on a des gangsters, tous les hommes sont des salopards, à part les deux flics, en fait. C'est ça, parce que pratiquement 80% de l'histoire se passe vraiment dans les bas-fonds de Hong Kong, quoi. Je veux dire, on a quelques plans qui se passent dans le commissariat, mais clairement, tout le film nous plonge un petit peu, deux générations de flics qui nous plongent dans un univers qui pue la sointeur, la déviance, et une ambiance qui plonge le spectateur dans les tréfonds de la ville, et en même temps de l'humanité, des fois un petit peu traité comme des sous-hommes avec ce tueur donc qui s'en prend aux femmes rejetées par la société. Et j'avais mis quoi d'autre encore là, c'est parce que forcément j'avais préparé un petit peu ma critique. Il y a la bestialité de l'humain en marge au thriller des années 90, Le silence des agneaux, Seven, avec un nihilisme du monde et une enquête quelque peu poisseuse, où d'ailleurs je trouve que la photographie assez glauque rend très bien. Je me souviens, je sais plus qui c'est qui l'a dit, je crois que c'était Yannick Dahan qui l'avait dit, qu'en plus à la base le film était prévu pour être en couleur, et finalement en post-prod ils l'ont fait en noir et blanc. Et alors le directeur de la photographie, c'était Stu Kung Cheng, excusez-moi si j'écorche mal son nom, qui avait travaillé sur Ip Man 4 récemment,
PTU 1 et 2, Mad Detective, où on avait parlé à un moment de Johnny To, bah, il avait travaillé pour Vengeance, le film avec Johnny Hallyday. Donc aussi avec une sorte de flic, chemin de la rédemption, cette pluie tonitruante et tout ça, qu'on retrouve une esthétique voilà, très marquée, et ça se voit énormément. Je trouve d'ailleurs que je sais pas, je crois d'ailleurs c'est toi qui avais à un moment cité, j'ai l'impression de voir par moment quand il te fait des plans d'ensemble sur la ville avec cette pluie, j'ai l'impression de revoir un comics Sin City. Ouais, complètement, hein, complètement. Ça fait complètement penser à Sin City, à du polar. Pour moi, c'est vraiment plus un polar. Enfin, graphiquement, c'est un polar. Mhm. Narrativement, c'est un thriller. Et puis, au niveau des thèmes, c'est christique ou mythologique. Enfin, comme tu l'appelleras comme tu veux. Mais oui, il y a une esthétique de polar qui est formidable. Tout ce qui est filmé à Hong Kong est vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des endroits comme ça. Alors là, c'est vraiment amplifié avec le noir et blanc, la pluie, ils ont rajouté beaucoup de déchets, mais il y a vraiment des endroits pourris à Hong Kong. C'est vraiment, t'as souvent cette impression de ville Tu l'avais vécu, où toi? t'es enfermé. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis allé dans des endroits pas très, 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 très profonds, quoi. Dans la profondeur de la ville, c'est une ville étouffante, c'est une ville que moi j'adore, hein, qui a ses qualités, ses défauts, qui est unique au monde dans son architecture et dans son. Parce que c'est vraiment la culture chinoise qui se fait fracasser par la culture occidentale. Donc il y a une espèce de truc très 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 particulier qui s'en dégage sur un territoire très petit, très resserré, et moi je me promenais souvent à Hong Kong avec un pote qui était chinois, enfin qui était là-bas et qui me disait mais moi je passe pas par là parce que là c'est trop sale et tout. Il y a plein d'endroits. Mais là c'est vraiment amplifié à mort. On n'a jamais vraiment vu la ville comme ça. C'est vraiment une ville là qui est dépeinte vraiment comme. C'est la première fois, je crois, que je vois Hong Kong de manière aussi poussée dans une espèce d'abîme cinématographique, dans une espèce d'autre monde, quoi. De monde, c'est la ville qu'on connaît, mais elle est amplifiée avec ce noir et blanc, avec ses déchets, par ce. Ouais, elle est amplifiée par ces éléments-là pour te donner l'impression vraiment d'un chaos, d'un étouffement. Et le fait que tu aies dit qu'effectivement Hong Kong n'était jamais cité, c'est parce que c'est pas tellement important. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quelle mégalopole de n'importe quel pays du monde, en fait, et de ce que nos sociétés deviennent, en fait. Et c'est super parce que c'est vraiment des espèces de fanges humaines à un moment donné, même les personnages s'allient esthétiquement avec les déchets. Ils se mélangent presque organiquement aux déchets. Et tu vois, pour pouvoir reconquérir leur humanité, mais de manière très forte. Mais enfin, je me répète, hein, mais c'est ça qui est c'est très, très, très christique. C'est très, très, très christique. Et, euh, et juste un petit truc que je voulais rajouter par rapport au parcours du personnage qui est très important, c'est qu'à un moment donné, et c'est là où c'est vraiment une héroïne, et pour moi, moi j'étais fan de Gordon Lam et tout, mais pour moi, l'actrice, enfin, le cœur du film, c'est elle. L'actrice, elle est formidable, et c'est vraiment le personnage qui, moi, m'intéresse le plus. C'est son parcours et c'est l'actrice en elle-même. Elle est sublime. En plus, elle vient de Chine continentale, elle joue en cantonais. Donc, elle maîtrise. Enfin, vraiment, c'est du très, très haut niveau, quoi. Vraiment, elle performe. Et je crois même qu'elle a eu un prix au Hong Kong Award. Je crois qu'elle a eu le prix de la meilleure actrice, hein, au Hong Kong Award en 2020 ou 2021, je sais plus. Et ce qui est Ouais, c'est très ça. Hong Kong intéressant, ouais, Film Award ouais, elle a 2022, eu meilleur scénario, meilleure photographie, meilleur décor et meilleure actrice. meilleure actrice. Et c'est largement mérité. Et ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est qu'à un moment donné, elle en prend plein la gueule. Et ce qui est très important, et ça c'est fondamental, et je le dis aux gens qui sont croyants, non croyants, mais qui veulent pas être des merdes dans la vie, c'est pour ça que j'adore ce personnage, c'est qu'à un moment donné, elle se dit, elle fuit, elle a fait de la merde, elle en a pris plein la gueule, et elle se dit, je vais fuir, je fuis. Tu vois, je ne veux pas affronter ça, et elle se dit dans le bus, à un moment donné, je vais revenir affronter, je vais essayer de me faire pardonner par ce gars c'est absolument impardonnable. Je vais essayer de me faire pardonner, mais c'est super puissant. C'est super puissant. Tu te rends compte si certains mecs qui s'appellent enfin, tu vois, un certain Pierre aurait fait ça, tu vois, ou certaines, tu vois, TP. on est à l'inverse de ça aujourd'hui. On est vraiment à l'inverse de ça. Tous les comportements, tous les trucs de n'importe qui, on fuit les problèmes, on fait de la merde et on ne les assume pas. Et tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est le cœur du film. Elle se dit non, je vais affronter des trucs qui vont être très compliqués et je vais essayer de me faire pardonner. Et parce qu'il faut que je me rachète, parce que j'ai fait quelque chose. Et elle fait demi-tour, elle sort du bus, elle arrête le bus violemment, aussi, pour que ça soit un peu visuel, que tu comprennes que c'est une décision qui est. Et elle repart
en enfer parce qu'elle aurait pu fuir à n'importe quel endroit, elle aurait pu fuir en Chine, elle aurait pu fuir à Taïwan, elle aurait pu fuir n'importe où, elle décide de rester et d'affronter. Non, c'est pas un film misogyne, je suis désolé, c'est Jeanne d'Arc, le personnage. Tu vois, c'est un personnage de super puissant. C'est le personnage le plus badass que j'ai vu de toute ma vie. Elle a un courage extraordinaire. Tu vois, c'est pour ça que ça m'énerve quand les gens disent que c'est un film misogyne. Putain, c'est l'inverse de la misogynie. C'est l'inverse. Il te montre une femme, mais formidablement courageuse, une gamine. En plus, Dieu sait si aujourd'hui les jeunes, tu vois, ils n'ont pas forcément toutes les clés pour capter qu'il faut assumer ses erreurs et tout, parce ils sont forcément en manque de repères, en manque de parents, en manque de machin. En plus, ça se voit que c'est une fille perdue, qui n'a pas forcément tous les. Et là, avec ce flic, parce que en fait, le flic joue un peu le rôle de son père, en fait. Quelque part, elle a assassiné une fille qui avait un enfant, et cet enfant se réincarne un peu en elle. Et il y a un petit peu ça aussi. Donc là, c'est quelque chose de plus chinois, qui est plus en rapport avec l'incarnation, etc., plus bouddhiste, C'est etc. ce que tu parlais à un moment avec, vers la fin, quand bon, il retrouve le tueur et c'est poursuivi après qu'elle se soit fait violer, ou justement elle réussit à s'échapper. Et à un moment, elle se cache dans un meuble. Et tu l'avais dit avant, elle a cette position un petit peu de fœtus pour signifier un petit peu cette renaissance. Vraiment, il y a énormément de symbolisme dans ce film. Oui, et c'est super symbolique. Après, on n'en a pas parlé, mais il y a des croix dans tous les sens, des symboles, des figures christiques. Enfin, c'est dans tout en voiture. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'Hong Kong, comme j'ai dit, c'était à la fois chinois et c'était à la fois occidental. Donc c'est un peu le christianisme qui a été ramené. Il faut savoir qu'à Macao et à Hong Kong, le christianisme a eu un poids très important dans la culture hongkongaise. John Woo était catholique. Voilà, donc le bouddhisme et le catholicisme se mêlent en fait dans beaucoup d'œuvres hongkongaises. C'est quelque chose qui a imprimé quand même leur culture, leur société, etc. Et voilà, et donc c'est un personnage, c'est un des plus beaux personnages. Moi, je m'en étais pas forcément rendu compte, comme je t'ai dit au départ, parce que quand je l'avais découvert, là, j'ai essayé de me sortir du fan de cinéma de Hong Kong hardcore. J'ai essayé d'aller vraiment vers l'universalité du film, le message universel. Là. Et pour moi, ouais, c'est le personnage le plus courageux. Moi, franchement, on me sort des personnages de féminins là, complètement aseptisés dans tout un tas de films. Pour moi, Hong Kong, déjà, et la Chine et le cinéma chinois avaient déjà proposé des héroïnes depuis l'aube de ce cinéma jusqu'aux années 80, 70, 80, avec toutes les Girl with Gun, les films de sabre avec des filles, etc., où ils mettaient vraiment la femme en avant, bien avant tous ces donneurs de leçons occidentales, là. Et là, aujourd'hui, là, on n'est pas dans le film d'action, parce que la fille subit quelque chose, mais en même temps, elle affronte complètement sa destinée. Elle affronte quelque chose, elle n'a pas les armes, et elle y va. Et ça, c'est christique. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas de sabre, il n'avait pas d'épée, il ne pouvait pas se défendre, et il a racheté les péchés du monde en se sacrifiant, par amour pour le monde. Et là... Il y a un moment, on va y revenir pour le troisième extrait, mais il y a un moment, elle se défend quand même. Oui, parce que tout comme... t'as pas trop le choix. T'as pas trop le choix, tu dois quand même... Et heureusement. C'est-à-dire que Jésus, c'est pareil, à un moment donné, il s'est défendu. Il s'est pas défendu à la fin parce qu'il fallait qu'il fasse... Qui donne cette preuve d'amour. Ça se passe le message. Mais il s'est défendu à tout un tas de moments et elle, évidemment, elle se défend. Et puis, c'est quand même un personnage féminin, donc c'est un parcours qui est un petit peu différent. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, à la fin, elle est en position fétale et puis elle renaît. Ça fait un peu penser à ce qu'on avait vu dans un film comme Gravity, par exemple, oui, exactement. d'Alfonso Cuarón, qui visuellement te rappelle des choses, de la renaissance de quelqu'un qui avait perdu un peu son... Alors là, c'était autre chose, elle croyait plus en l'humain, et puis elle se reconnecte avec l'humanité. Très beau film d'ailleurs, Gravity, un des plus beaux films. Bah, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, un petit peu comme Colimbo, moi j'aime énormément Gravity, hein, je l'ai chez moi, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors je vais d'abord juste mettre le deuxième extrait, et puis après on va parler un petit peu plus en détail par rapport au symbolisme, qui justement, j'ai l'impression que pour la nouvelle génération, n'adhère pas spécialement à cette proposition visuelle.
juste un petit extrait qui nous montre un petit peu les dessous du décor un petit peu. Je voulais revenir par rapport au symbolisme, et c'est intéressant que tu me parles de Gravity, réalisé par Alfonso Cuarón, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, d'ailleurs, certains de mes amis, quand on l'avait vu, qui avaient énormément reproché le symbolisme, ils trouvaient que c'était un petit peu grossier. Oh là là, genre, ça y est, elle a perdu sa fille, elle croit plus en ce monde, comme par hasard, à ce moment, elle se met en position fétale, et il y a une renaissance. Tu fais, bah ouais, mais ça a toujours été un petit peu les récits mythologiques de l'humanité. Il y a toujours ce rapport un petit peu à un dieu, à une croyance. Même si moi je suis athée, ça me touche pas forcément. Mais là, clairement, en fait, j'étais investi dans le parcours de Wong To, parce que, comme on en avait parlé avant, mais plus en fait l'histoire avance, plus même toi, en fait, t'as envie qu'elle réussisse à se faire accepter. Donc il y a tout ce parcours, aussi bien dans sa condition d'être humain, et dans sa condition par rapport au personnage de Chamlo, d'une renaissance, aussi bien, comment dire, en fait, d'avoir cette envie pas juste cette envie de survivre dans un monde un petit peu qui lui est hostile, parce qu'il n'y a pas que les flics, comme on l'a dit, il y a Oui, aussi un si petit peu elle avait envie de survivre, elle se serait barrée et elle se serait. Exactement. Ouais. c'est ça, il y a pas que les flics, il y a aussi ces drogués, enfin, qu'à un moment qu'elle balance, ces gangs et tout ça. Donc c'est pas juste cette envie de survivre, mais cette envie de vivre qui est vraiment poussée à fond. Et c'est pour ça que vraiment le personnage de Wong To, c'est un personnage qui est vraiment fascinant. J'avais également un petit peu ajouté par rapport un petit peu au décor, où j'avais l'impression qu'on avait un petit peu comme tu disais, c'est que ce qui est intéressant avec Limbo, c'est que par ces thèmes universels, même si Hong Kong n'est jamais vraiment cité, en fait, on situerait l'histoire au Japon, aux États-Unis, en France, que sais-je. C'est que toutes les grandes villes, à un moment, je pense qu'ils ont des quartiers que clairement il fait pas bon de visiter. Et j'avais mis un petit peu qu'on avait une sorte de mégalopole déliquescente, où tu as la crasse qui engloutit les périphéries de ces déchets, jusqu'au boutiste dans l'horreur. Et on avait une perversion un petit peu dans la violence, avec cette Chine post-industrielle, un urbanisme et cette architecture, où sont poussés ce qu'on avait dit, cette pseudo-misogynie, cette déchéance de l'individu, cette oppression du peuple, étouffant dans sa propre merde. Avec donc du coup cette odeur pestilentielle, un petit peu omniprésente, par le fait de vraiment de mettre en avant cette histoire tout le temps dans les déchets, dans les poubelles qu'on voit ça. Et même le tueur, parce que d'abord, en fait, quand le Chamlo enquête, il trouve son premier appart, parce que je crois que c'est immigré, je sais plus comment il avait dit dans le film, je sais pas vraiment comment ça se passe, l'immigration à Hong Kong. Je crois qu'il devait, je sais plus, c'est 3 ans, et t'es obligé de un taf, un truc comme ça. Ouais. Et il trouve son premier appart, et oui, ça fait 6 mois qu'il est plus là, j'espérais que c'était vous, parce qu'il a pas payé son loyer. Et en fait, au moment où tu découvres son nouveau foyer, avec ses mannequins, où il y a une collection de bras, enfin je sais pas, il y a un côté vraiment fétichiste avec en fait il aime jouer avec le corps de la femme, et il y a cette frontière entre jouer avec le corps et jouer avec les sentiments, comme il a fait avec son autre drogué, qui à un moment, comme on l'a dit, en fait j'aurais vraiment explicité si ils sont juste je m'occupe d'elle, ou aussi si je couche avec elle. Voilà. Il y avait un petit peu ça aussi par rapport au décor un petit peu. Et en fait, toi qui plus comparé à moi connais un petit peu les polars hongkongais, je voulais voir un petit peu ça t'a fait quoi un petit peu de retrouver vraiment ce sous Hong Kong au cinéma. Là où d'habitude on a quand même un petit peu les beaux immeubles, vraiment les beaux quartiers, là de revenir vraiment dans le fin fond de la crasse, ça t'a fait quoi un petit peu de revenir dans ce type de polar comme ça, urbain? Moi, les gens le savent un peu s'ils me suivent, mais je suis un énorme fan de polar. Hein. C'est un de mes genres préférés, enfin, et de polar hongkongais particulièrement. Hein. J'aime le polar
italien, américain, français. Enfin, j'aime le polar, surtout le polar d'action même. Mais moi, j'aime beaucoup tous les types de polar. Et le polar hongkongais, moi, c'est pour ça que c'est mon polar préféré, c'est qu'en fait, c'est vraiment un genre qui a émergé de manière la plus intéressante artistiquement dans les années 80-90. Il y a vraiment eu jusqu'aux années 2000 où il y avait vraiment encore des très bons polars comme on a parlé d'Affaires à l'affaire sur ta chaîne. C'était un peu là ce qui a fait un petit peu c'était l'identité du polar des années 2000, mais tu avais aussi Johnny To, qui avait aussi son identité. Tu avais des Reiki, tu avais plein de réals encore. Donc dans les années 2000, 80, 90, 2000, c'était extraordinaire. Et 80, quand même, je suis obligé de citer Tsoyar, qui n'a pas fait beaucoup de polar, mais qui a quand même réalisé L'Enfer des Armes, qui pour moi, L'Enfer des Armes, c'est probablement le plus grand polar hongkongais de tous les temps. Hein. Ça parle de Hong Kong, ça parle de la jeunesse. Non, mais vraiment, pour moi, c'est exceptionnel. C'est mon film préféré. Alors, je peux en citer plein. Hein. Dans les années 80, tu as tous ces polars crades qui se rapprochaient de la ville, les Copen Rubber, les Man on the Brink là, de Alex Chung, qui sont exceptionnels. Tu as OCTB, les films de Kurkong. Tu as School on Fire aussi, les polars de Ringo Lam. Évidemment John Woo, mais John Woo, ça va être un truc un peu plus romantique. C'est plus du film de chevalerie adapté au code du polar et de film de gangster, donc c'est encore autre chose, mais c'est formidable. Il y a vraiment une... Plus actionneur, John Woo. Plus actionneur. Ouais, mais c'est que ça reste quand même enfin, c'est à mi-chemin entre le polar, l'actionneur, le film de chevalerie, tu vois, le wuxiapian. Enfin, t'es vraiment à la frontière de plein de genres. C'est un peu plus... Alors que L'Enfer des Armes, c'est un drame social, un polar très dur, etc. Et dans les années... En fait, avec la nouvelle vague hongkongaise, le polar était très sale. Hein. Au début des années 80, même encore jusqu'aux années 90, le polar était très, très, très sale. Et on s'est éloigné de ça, comme j'ai dit, à partir de Affaires à l'affaire, Johnny To, tout ça. C'était encore un petit peu dans les rues et tout ça, mais le polar commençait à s'aseptiser, mais la ville aussi commençait à s'aseptiser. Il y a eu la rétrocession, il y a eu du renouveau, ils ont refait un petit peu les rues, il y a eu un aménagement qui se fondait un peu plus. Mais il reste encore plus de multiples endroits comme ça. Et dans les années 2010, le grand drame du polar, ça a été qu'en fait, ça a été complètement aseptisé. Au goût d'un marché qui était plutôt continental, et où les continentaux voulaient du polar hongkongais, mais adapté à leur goût à eux, donc un peu plus aseptisé, etc. Donc, on a perdu de cette identité. Donc, il y avait des films comme la saga des Storms, par exemple, qui est très... alors, c'était des polars d'action, mais qui étaient très lisses, avec, tu sais, des gens dans des bureaux très propres, avec des badges, des costards cravates tirés à 4 épingles. T'avais plus le côté crade et rugueux des rues de Hong Kong. Et en fait, là, Soi Chang te dit, ben là, je vais élite. Je pense que c'est une espèce de réaction. Hein, il y a un côté réactionnaire à tout ça, parce qu'il s'est dit, et moi, j'appelais ça de mes voeux. Là, je pense qu'il allait beaucoup trop loin dans le visuel. Il a carrément dit, bon, écoutez, on va replonger littéralement dans les déchets. On va passer de Infernal Affair à Limbo. Et Limbo, ça crée une nouvelle identité au polar. C'est-à-dire que, peut-être pas commercialement ou de manière au niveau des salles, mais artistiquement, ça propose un renouveau qui est indéniable. C'est-à-dire que ça... Mais ça ne dérangeait pas les cinéastes, justement, ce cinéma aseptisé à Hong Kong? Ça les a pas dérangés un petit peu dans la fabrication des films à un moment? Tu sais, Hong Kong, je vais pas revenir, le chinois est très pragmatique et très trivial, et Hong Kong est une industrie qui repose avant tout sur l'économie et sur l'argent. Donc les gens sont très contents de faire de l'argent, et dans la société chinoise en général. Donc l'artistique se glisse quand il a les opportunités de s'y glisser. C'est pour ça que dans les années 80-90, on a eu des grands noms comme Tsoyar, comme j'ai cité Ringo Lam, John Woo, Kurt Wong, Johnny To, etc. Parce que c'était des moments où il y avait des espaces artistiques qui pouvaient s'exprimer. Et là, c'est quand même un nouveau mec qui arrive, Soi Chang, et qui est... Alors, avec ce film-là, franchement, il se hisse à un niveau, il a monté, il était déjà très haut, il a monté de manière astronomique. S'il continue à faire 10 ou 20 ans de films comme ça, mais il peut très bien être... On pourra très bien le citer dans 10 ou 20 ans parmi les plus grands cinéastes hongkongais, aux côtés de Tsoyar, comme j'ai dit, de John Woo et compagnie. Ça, c'est vraiment un des nouveaux grands. S'il reste sur cette lancée, si c'est pas juste une fois et qu'après il fait plus rien, mais s'il reste sur cette lancée, c'est le film de la maturité, le film de l'esthétique, et en plus qui réinvente le polar, mais ça peut relancer, alors comme j'ai dit, pas de manière forcément commerciale, mais artistiquement, s'il y a un espace d'expression artistique là, avec ça, et ça, c'est possible puisque ça a été coproduit avec il y a de l'argent de Chine continentale, il y a une dimension chinoise, universelle avec les 3 acteurs qui viennent de 3 territoires un peu différents, mais qui sont quand même chinois. Il y a cette possibilité. Donc, visiblement, il y a un regain d'intérêt artistique. Ce qui est intéressant là, c'est que
les polars avaient tendance, même encore les polars aujourd'hui de Hermanio, qui fait des polars un peu d'action, les Shockwave et compagnie, il y a des trucs intéressants, mais c'est plus des polars d'action, c'est beaucoup plus populaire, c'est artistiquement sympa, mais c'est pas du même niveau que Limbo. Et avec Limbo, voilà, on relance encore une fois le cinéma de Hong Kong te dit, ouais, artistiquement, j'existe encore et je suis encore là et je te propose des nouvelles formes, des nouvelles idées, en prenant en plus un sujet universel, en le mettant dans une esthétique qui a du sens et tout, c'est exceptionnel, quoi. Moi, j'étais ravi, vraiment ravi. Parce que tu parlais un petit peu économiquement en Chine, mais Ouais. le Limbo a été très bien reçu parce qu'il est passé par divers festivals. Mais est-ce que justement, est-ce que ça a été à sa sortie, est-ce que ça a été un succès commercial? Est-ce que Alors, justement, ouais. est-ce que ça va peut-être amener à ce que le cinéma hongkongais poursuive dans cette voie? Mais tu sais, en Ou fait, est-ce que c'est alors, juste un... artistiquement, je ne sais pas, mais comme je t'ai dit, en fait, je pense que ça a déjà le mérite d'exister. Il faut quand même se souvenir, tous les polars que je t'ai cités avant, là, un film comme Une balle dans la tête, un film comme L'enfer des armes, un film comme d'autres films, n'ont pas marché à Hong Kong. C'est-à-dire, et ça n'empêchait pas que les films se fassent. C'est-à-dire que il y avait Time and Tide a été un échec. Hein. Time and Tide, enfin je veux dire, les grands polars plébiscités, pas tous, mais beaucoup de polars plébiscités chez nous, dans le monde des cinéphiles occidentaux, etc., ont beaucoup mieux marché chez nous oui, chez nous que là-bas. Et là-bas, le film de John Woo qui va le mieux marcher, ça va être Les Associés, la comédie d'action fait pour le Nouvel An. Et les Chinois adorent ce film parce que il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de l'héroïsme. Par contre, ils vont bouder une balle dans la tête parce que c'est trop radical, c'est trop violent. C'est pas le même public aussi. C'est-à-dire que nous, on a un regard qui est différent de. Donc, en fait, c'est pas grave que Vous ça n'avez pas marche plutôt pas. aussi un kiff un petit peu avec les films historiques? Parce que si je dis pas de bêtises, je crois le plus gros succès en Chine de John Woo, par exemple, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais vu les chiffres, c'était les Trois Royaumes. Quand il Ouais, est alors devenu un petit peu film moi je te historique. parle, oui, j'ai pas les chiffres. Parce que moi tout ce qui est réussite box-office, ça, c'est des trucs que je suis pas vraiment. Donc Mhm. j'avoue que je suis un peu largué. Mais oui, oui, les Trois Royaumes, ça a cartonné. Et puis Ouais, après, il a fait son Titanic le chinois, la The Crossing, ouais, et aussi qui était un très bon film et qui s'est complètement planté. Et d'accord. qui traitait justement, c'était la traversée d'un bateau qui coulait entre la Chine continentale et Taïwan. Donc c'était très intéressant, en plus en sachant que John Woo a beaucoup travaillé a beaucoup de liens avec Taïwan aussi, etc. Donc c'était super intéressant, mais le film s'est planté. Mais je pense que de toute façon, il y a beaucoup de sujets en Chine où si tu les titilles trop sur certains trucs, le public va pas adhérer. Ils veulent pas forcément, ils ont besoin de figures, ils ont besoin de grands récits, ils ont encore besoin de religion en fait, quelque part. Contrairement à nous, comme tu disais, où on s'est éloigné de tous ces récits, toutes ces choses mythologiques, de ces trucs, eux, ils en ont encore besoin. Donc c'est vrai que quand tu leur ramènes à leur quotidien triste, à leurs problématiques trop dures, trop sociales, en fait, eux, c'est un peu des peuples qui ont besoin de conquérance, qui ont besoin de croire en eux et d'avoir une dimension. Donc c'est encore des peuples traditionnels. Donc c'est vrai que quand tu grattes là où ça fait mal, c'est pas forcément quelque chose de bienvenu, et ça va pas forcément plaire au grand public. Donc je pense Bah, que Limbo, c'est vrai que Limbo, il a un final très sombre. Ça m'a un petit peu rappelé un petit peu le cinéma des frères Cohen. Hein. J'ai l'impression de ouais. voir True Grit ou No Country for Old Men, un final très cohénien avec un petit peu une illusion, quelque peu du entre deux, entre l'espoir et le désespoir. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser un petit peu le cinéaste nous emmène quoi, à ce moment-là. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, je pense que ça peut relancer artistiquement une envie de faire du polar de ce calibre-là. Alors pas forcément pareil, mais ça peut donner envie parce que le polar était le grand absent des années 2010 à Hong Kong. C'est vraiment la période où ça a été la plus maigre. Et comme je t'ai dit, moi, le polar le plus intéressant, c'est aussi pardon, pas de Soyark. C'est intéressant que j'ai dit Soi Cheng, qui lui a produit The Brink, qui pour moi, The Brink est le polar kung-fu le plus intéressant. Et tu peux aussi ajouter SPL2 qu'il a fait lui-même, et même SPL Paradox. C'est des films qui sont très très intéressants esthétiquement, viscéralement, etc. Après, c'est comme toi, il faut que le public suive. Je te propose de regarder le troisième et dernier extrait. Voilà, dernier extrait.
C'était cette scène que je te parlais quand à un moment, justement, elle pense quand même à un moment quand même à défendre un petit peu pour sa vie avec ce couteau où t'as tous les gens qu'elle avait balancés, ils arrivent à la retrouver et tout ça. Et je trouvais que cette scène est plus que le cinéma hongkongais, je le trouve beaucoup plus dans l'esprit du cinéma coréen actuel. Vraiment, ça m'a rappelé un petit peu Ouais, les mais polars que je vois ces dernières années, que j'avais vu un petit peu même, que ce soit Bong Joon-ho ou même récemment, c'était quoi? Ça m'a rappelé un petit peu comment il s'appelle ce film? Le gangster, le flic et l'assassin. ouais, J'ai mais beaucoup après. alors, faut quand même savoir que le cinéma coréen s'est beaucoup inspiré du cinéma hongkongais des années 80-90. Donc, il y a beaucoup de trucs que tu vas retrouver dans le cinéma coréen qui a déjà été fait. D'ailleurs, c'est un petit peu mon drame, c'est que souvent le cinéma coréen est ultra cité et que parfois il rend pas forcément les lettres de noblesse au cinéma de Hong Kong qui l'a fortement inspiré. La Corée, de manière globale, même plus historique, c'est beaucoup inspiré de la Chine de manière générale, hein, dans leur histoire, moi je vais pas raconter les détails, mais de ce que m'a raconté ma copine, la Corée, c'était presque une province chinoise à une certaine époque enfin, j'exagère un peu, mais disons ils ont dû réinventer presque un truc pour se structurer, hein, les Coréens. Donc ça a été un peu, ils ont un peu pompé beaucoup de trucs pour moi, ça, ce type de scène, tu l'avais déjà vu plein de fois à Hong Kong. Je te dis, dans tous ces polars du début des années 80, fin 70, des combats de machettes, des gens acculés, des espèces de. Voilà, tout ça, je l'avais déjà vu en fait. Donc, moi, ça me fait pas penser au cinéma coréen. Ça me fait penser au cinéma coréen si tu prends le mood actuel, mais je pense que moi, tout vient de Hong Kong en fait. Même le cinéma indonésien s'est inspiré de Hong Kong, même le cinéma thaïlandais. C'est pas toujours pour tout ramener à Hong Kong, hein, mais c'est juste pour expliquer que Hong Kong est probablement le type de cinéma dont on parle le moins, mais qui a le plus influencé le cinéma asiatique. Et malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui le rendent hommage. D'ailleurs, c'est pour ça que je bombarde sur YouTube depuis maintenant 2 ans. C'est pour vraiment essayer à mon petit niveau de rappeler à quel point ce cinéma a influencé le cinéma asiatique. Enfin, tu dis le cinéma hongkongais est l'un des cinémas asiatiques auxquels on parle au moins actuellement, mais à une époque, c'était celui que tout le monde Ouais, citait, hein, comme on en ouais, avait mais j'ai parlé chez l'impression. nous, Yannick Darwan, Christophe Gans, tous ces mecs-là. Hein. Ouais, il y a une certaine époque où ça l'a fait, mais là, il y a une surreprésentation le cinéma coréen a définitivement gagné, quoi, tu vois. Maintenant, c'est le cinéma de Hong Kong. En plus, maintenant, il y a le cinéma chinois continental qui vient, donc c'est très compliqué d'en parler. Bon, le Mais cinéma c'est comme ça. japonais est toujours un petit peu à côté aussi. Hein. Et le cinéma japonais, beaucoup dans l'animation quand même, a écrasé. Mais bon, après, dans l'animation, c'est les meilleurs. Hein. C'est les meilleurs. Moi, les Coréens, je leur reconnais quand même un mérite, c'est que même s'ils ont pompé beaucoup de choses, beaucoup de sujets, ça reste techniquement les meilleurs d'un point de vue réalisation, artistique, etc. Ça reste quand même, de manière globale, au niveau de la quantité, ça reste quand même les plus intéressants à l'heure actuelle, pas en termes d'univers et tout ça, moi je suis pas très fan, ou de style, mais par contre en termes de pure mise en scène, les auteurs qui émergent et tout, c'est clairement la Corée. Donc ça, c'est mérité. Ça, c'est mérité, largement mérité. Ce qui est c'est plus au niveau des influences parfois où je suis un petit peu agacé, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. On va revenir un petit peu, peut-être, on va conclure un petit peu avec ça aussi par rapport à la mise en scène aussi. Moi, ce que j'avais un petit peu vu avec Limbo, c'est qu'il y avait quand même une grosse maestria visuelle, certain travail de la scénographie des mouvements. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce type de film où il n'y a pas un gras qui dépasse le point de vue un petit peu des personnages qui s'entremêlent. Donc on l'avait vu un petit peu auparavant, des cadres très symboliques, il y avait énormément de croix. Quand vraiment on revoit le film, il y a le film joue énormément sur l'aspect religieux. On aime bien un petit peu, si on fait vraiment arrêt sur image, on voit tous les petits détails par moment. Il y a une composition aussi, vraiment des décors. Comment, en fait, j'ai l'impression que avec la ville et les bidonvilles, comment le film arrive à sublimer l'immontrable, qui est clairement contraire un petit peu de la beauté. Et en fait, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça, peut-être presque depuis Mad Max ou Blade Runner 2049, où tu as l'impression que chaque plan, c'est une sorte de tableau, et ça ne déborde jamais de la narration, tu vois. Il y a vraiment le visuel qui transcende les thèmes véhiculés. On parlait avant du sens de Dieu, ou
la grâce comme seul un petit peu exutoire pour demander un quelconque pardon, la mise en scène comme peinture philosophique de la condition humaine, l'interrogation un petit peu sur notre humanité, comme tu l'avais dit avec le personnage de Chamlo, qui au début se comporte presque comme un animal et qui petit à petit redevient humain, reconditionne un petit peu ses émotions par rapport au personnage de Wong To, la passion de cette femme martyrisée par cette violence omniprésente et ce flic qui la pardonne après avoir été contraint de redoubler à la faute. On a aussi, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais il y a aussi un moment ce fait que ce pistolet qui est perdu aussi, qui à un moment devient un des enjeux lors de la deuxième partie, et dont d'ailleurs Chamlo va un petit peu Il va se sacrifier quelque part. Ouais, il va se sacrifier pour son jeune coéquipier. Ouais. Alors que j'ai l'impression qu'en fait, ils se respectent les deux, mais j'ai pas l'impression qu'il y a pas forcément une sorte d'amitié naissante. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ils se respectent, mais ça va pas plus loin que ça. C'est une dualité générationnelle. En fait, lui, il voit l'avenir en lui. Enfin, le personnage de Gordon Lam, je suis désolé, j'appelle toujours par le nom de l'acteur. Hein, je suis désolé, les gens nous suivront. Le personnage principal, donc le vieux, l'ancien flic, il voit vraiment il met beaucoup de positivité dans le personnage du jeune. Il voit vraiment l'avenir à travers lui et il se sacrifie, quoi, clairement. Hein. Et on va pas raconter la fin, mais à la fin, je pense qu'il est même limite content, en fait, de s'être sacrifié, que ce soit pour elle ou que ce soit pour lui. Je pense que c'est quelque part aussi quelque chose de libérateur. Je pense parce que la fin a été beaucoup critiquée aussi, tu sais, par rapport à ce moment-là, là où les gens ont dit non, mais c'est pas crédible. Enfin, les gens comprendront ce que je veux dire s'ils voient le film, mais et en fait, bon, déjà, c'est un peu expliqué quand même. Et techniquement, c'est un peu expliqué si on entend bien vraiment si on vraiment regarde. Et en plus, je pense qu'il attendait quelque part ce moment de libération, de délivrance. Il attendait à ce que quelqu'un en finisse avec lui. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui procède au parcours du personnage, quoi. C'est-à-dire dans son pardon et dans pardonner et se sacrifier pour les générations d'après aussi. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, je trouve. C'est ça. J'avais un petit peu conclu avec un petit peu le contre-courant des codes du thriller actuel, même des années 80-90, avec dans un monde désacralisé sur l'abandon du pardon, avec un jeu émotionnel terrible, mélancolique et dans un monde désenchanté presque, et dans un entre-deux entre la croyance et la religion, qui est quelque chose qui se perd un petit peu aujourd'hui, la question du pardon dans un monde, comme tu l'as dit, qui ne pardonne plus, où on a quand même malgré tout à la fin cette possible lueur d'espoir. Ouais, bah voilà, c'est très beau. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est le cœur du film. C'est le cœur du film et ça remet en question beaucoup de choses. C'est un reflet, c'est un miroir de notre humanité déliquescente et en fin de notre civilisation qui est un peu en fin de course. Mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Il y aura autre chose derrière. Et je pense que les gens qui ne comprennent pas le film sont des gens qui se sont coupés un petit peu de ce message universel d'amour et de ce qui fait de nous des humains. Moi, par exemple, je suis chrétien, toi, t'es athée, mais je pense qu'on a compris. Je suis né chrétien à la base. Hein. Ouais, mais tu as choisi de. Et moi, je suis pas un pratiquant, tu vois, forcené. Ouais. Je suis culturellement catholique et je crois en l'amour du Christ, mais c'est pas une pratique. Moi, je crois pas forcément au dogme et à tout ça. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans les églises. J'aime la beauté des églises, mais je ne respecte pas forcément tous les préceptes, tu vois, tous les dogmes, etc. Je suis quelqu'un de pas pratiquant forcément. Mais je suis croyant, par contre, je crois en quelque chose. Et je pense que ça s'est perdu dans nos sociétés aussi. On a perdu notre connexion avec le sacré, le sacral, la nature, ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est vrai que je pense que les gens qui n'ont pas de connexion avec ce film, ils se sont un petit peu coupés. Et c'est assez logique, en fait. Moi, je leur en veux même pas. On est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a besoin alors on a eu besoin à un moment donné dans nos sociétés, dans nos civilisations, de religion, de mythes, de parcours héroïques, de contes épiques, de contes de fées, de choses qui nous transcendent, qui nous dépassent et qui nous rappellent en fait ce qu'on est fondamentalement à l'intérieur, qui nous permet de nous dépasser. Aujourd'hui, toutes ces choses-là sont complètement dépassées. Moi, c'est des choses que je défends encore sur ma chaîne, dans ma vie, mais j'ai conscience qu'on s'est coupé de tout ça et qu'il n'y aura pas forcément de retour en arrière possible par rapport à ça, mais qu'on se reconnectera avec quelque chose d'autre qui va ressembler à ça.
Ça, j'en suis sûr. Il y a quelque chose. On sera toujours des humains et on va toujours garder cette humanité en nous. Mais je pense que le film te parle vraiment, vraiment de ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que ça énerve et qu'ils passent complètement à côté du sujet du film. C'est un film qui te fait du mal aussi. Hein. C'est un film qui ça te fait du mal à toi. Ça te remet en question sur ta propre humanité. Ce que tu dois faire ou non faire, ça te remet vraiment dans un truc, ça rabat les cartes sur ce que tu es censé faire, ce que tu es censé être, d'où tu viens. Et je pense que moi, j'accueille ça parce que je pense que je suis connecté à ça, mais je comprends que les gens ne soient pas connectés et qu'ils n'arrivent pas à accueilir ce truc-là. Je pense que comme moi, un petit peu, tu es dans cette lassitude un petit peu de ce monde un petit peu aseptisé aussi. Envie de voir aussi un film qui te retourne un peu, tu vois. Le monde déshumanisé, moi, ouais, c'est un monde qui est déshumanisé, qui est totalement marchand, en fait. Tu vois les films, il n'y a qu'un rapport marchand entre... Est-ce que quand on va voir un film aujourd'hui, il y a beaucoup de ouais, tu achètes quelque chose et on te donne un truc que tu veux voir ou que tu veux. Et c'est une collection comme ça de choses que tu achètes et que tu accumules. Et alors qu'en fait, non, il y a des choses plus profondes. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça fait partie des. C'est un film qui va rester parce que il y a un truc profond. Mais effectivement, c'est là aussi où tu juges des gens qui sont un petit peu connectés à ça ou qui ont un petit peu de. C'est-à-dire que ne pas s'attarder à l'esthétique, à l'histoire qui est très simpliste d'un flic. Comme on l'a expliqué, il y a un fond. Et il appartient à tout le monde d'essayer de creuser pour comprendre ce fond. Et ne pas dire de manière... Et c'est ça ce que tu as dit, le moi-je, le je. C'est je pense que c'est de la merde, je pense que j'ai tout compris, je pense que je suis le meilleur, et je ne veux surtout pas creuser. Donc si je pense que Limbo c'est pourri, que c'est de la merde, et ben c'est comme ça. D'accord ? Mais ça, c'est vraiment l'individualisme, tu vois, qui prime sur tout. C'est-à-dire que essaye de creuser, et si effectivement tu ne trouves rien, d'accord, j'aurais perdu, mais essayer de creuser, essayer d'aller plus profond sur le thème que ça aborde, essayer de creuser des choses un peu plus profondes sur ça. Et regardez déjà évidemment, content que vous ayez vu cette vidéo, mais regardez par exemple aussi la vidéo d'Yannick Dahan, qui pour moi est très 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 parlante sur ça. Vous verrez le film d'une autre manière. Et déjà essayer de faire un pas de côté, ce qui est très difficile aujourd'hui, hein, d'essayer de dire, allez, peut-être que j'ai tort, je me remets en question, je vais le regarder d'une autre manière. Je dis pas que c'est... Mais si j'arrive à toucher une personne, je suis content. Tu vois. En fait, c'est un petit peu ce que tu dis, comme il avait dit à l'époque avec... je reviens aussi avec un film que j'adore, qui est Mad Max Fury Road, ouais. Où à l'époque, beaucoup de gens, un petit peu comme tu parlais un petit peu de Limbo, qui a un scénario peut-être, un scénario de base qui est quand même assez simpliste, mais ce qui est intéressant, le Limbo comme Mad Max Fury Road, c'est que Mad Max Fury Road, c'était pas juste des gens qui roulent pendant 2 heures. Ce qui est intéressant, c'est toutes les péripéties qui amènent à des questionnements sur chaque personnage, sur l'humanité, sur la quête d'un paradis ou de quelque chose de rédemption. D'ailleurs, il en parle aussi, Max et le personnage de Furiosa. On revient énormément et on revient de nouveau ici. Et tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, peut-être tu vas trouver l'histoire ultra simpliste, si tu veux, ce qu'on a reproché par exemple aussi à Avatar récemment, mais quand tu creuses toutes les couches, les différentes couches de lecture, tu te dis mais c'est un film qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant qu'au premier abord, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu le public actuel, c'est peut-être pour ça aussi que qu'on a les gros blockbusters un petit peu débiles qui cartonnent, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on dirait que le spectateur, il a besoin qu'on lui donne tout sur un plateau d'argent, et que s'il n'a pas compris, c'est parce qu'on lui a pas expliqué. Alors que je rappelle que le cinéma, c'est un art un petit peu de l'image, et que le symbolisme doit aussi être important pour un petit peu te véhiculer des thèmes. Maintenant, le problème, c'est que, bien sûr, on ne doit pas partir sur un film et analyser chaque scène image par image pour trouver les petits détails. Il y en a qui s'amusent à faire ça. Je pense que tu peux aussi regarder un film de façon beaucoup plus active et pas juste trop rester dans la passivité, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui par rapport au public actuel, quoi. Moi, je juge souvent un film par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire à l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, elle est connectée à des choses qui viennent de l'aube des temps, des sociétés même de la tradition même primordiale, type Avatar, type Danse avec les loups, que sais-je, tu vois, des peuples primordiaux. Et il y a des choses qui résonnent à travers ces œuvres,
qui mettent ça à travers les œuvres. Et moi, c'est ça que j'aime dans l'art, en fait. Moi, ça dépasse même le cadre du cinéma. C'est cet appel vers quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse et qui fait partie de nous intégralement et qu'on peut totalement embrasser. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comme on s'est totalement coupé de ce monde-là, moi, j'arrive aujourd'hui à juger d'un film s'il a de l'énergie ou non. C'est presque un peu mystique, hein. C'est-à-dire que je vois l'énergie, c'est-à-dire que je vois quelque chose qui est vitalisé et dévitalisé. C'est-à-dire que je vois de l'énergie dans Mad Max, je vois de l'énergie dans Mad Max 4, dans les Mad Max avant aussi, mais dans Mad Max 4 particulièrement, dans Limbo, dans des films épiques ou héroïques indiens, dans un certain type de film des années 80-90 qui avait encore ça, il y avait encore cette vitalité, d'un film comme Le Seigneur des Anneaux qui est rempli de vie, d'énergie, de vitalité, de choses qui nous parlent et qui nous transcendent. Tu as cité Avatar, tu as cité plein de films comme ça. Et les gens vont toujours revenir sur les histoires simples, mais c'est pas forcément la simplicité. Ça, c'est des archétypes, c'est des choses qui font partie de nous depuis l'aube des temps. C'est ça, parce qu'en fait, tout type d'histoire a déjà été raconté, pratiquement. En fait, aujourd'hui, ce qu'on suit en général, c'est des gens qui font un appel à l'aventure, ce sont des gens qui sont en quête de rédemption, ce sont des gens qui sont en quête d'aventure, ce sont des gens en quête d'un idéal. Ça parle de nous. Le film que tu as derrière, que j'adore, hein, qui est Predator, là, je vois Predator, je vois Predator, ça parle de ce qu'on est fondamentalement dans même les temps primordiaux. Enfin, c'est magnifique. Et tu peux voir effectivement le film comme un gros film de bourrin fasciste avec Schwarzenegger qui tue des Mexicains. Tu peux voir ça, hein, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Il y a un petit peu ça. Mais il y a quelque chose de tellement profond derrière. Je vois Scarface aussi. Tu vois, Scarface dans un autre type. Là, on est dans l'anti-héroïsme. Mais quelqu'un qui veut retrouver son humanité puis qui n'y arrive pas, mais ça parle profondément de nous. Il y a quelque chose d'universel. C'est-à-dire que le rêve américain. Là, on sort un petit peu de Limbo, tout ça. On est un peu dans un débat qui est sur le cinéma actuel, mais pourquoi je vais plus au cinéma aujourd'hui? La plupart du temps, parce qu'en fait, je ne retrouve plus cette énergie, cette vitalité. Je sais que c'est très compliqué à comprendre. Tu vois, quand je l'explique comme ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vitalité, mais comment tu peux juger ça? Mais il faut avoir un petit peu d'expérience, avoir un petit peu, tu vois, creuser dans des choses plus profondes, comme j'ai dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde certains trucs, je les regarde comme des espèces de produits. Là, je vois qu'il n'y a plus aucune source de vie à l'intérieur. La plupart des films, c'est souvent en Occident. D'ailleurs, je trouve que l'Asie a encore cette vitalité. Et puis, il y a effectivement, comme tu as dit, des mecs comme Cameron, des mecs comme Tom Cruise, des mecs, je sais pas, que sais-je, des trucs. Spielberg, même récemment avec The Ouais, alors Spielberg, c'est encore autre chose que moi, j'ai pas forcément suivi sa carrière, mais il a fait des films qui étaient pleins de vie, moi, que j'ai beaucoup aimé. Tarantino, sur son dernier, là, que j'ai adoré, ou même un mec comme Damien Chazelle, bah, tiens, c'est des films qui font un peu référence, les Babylone, que moi, je trouve que il est plein de vie, et en plus, il est dans une critique acerbe de la non-vie, pour le coup, de ce qui fait la non-vie, en fait, dans le cinéma, ce qui est en train de tuer le cinéma, il te le met en exergue et il te le montre, tu vois, donc c'est à la fois, ça dénonce et ça te met de l'énergie à l'intérieur, ça te dit, putain, ça a existé et c'était beau, et t'as plein de trucs comme ça. T'as plein de films, c'est pas. Moi, je me repose beaucoup sur l'héroïsme et sur la chevalerie, l'épique, etc., la mythologie, tout ça, c'est des choses qui sont. Parce que là, c'est bam dans ta gueule, tu vois, c'est direct. Mais t'as plein de films comme ça qui sont pleins d'énergie et qui s'y prêtent pas forcément. Moi, j'ai vu une série comme Squid Game, elle est très, très, très bizarre, très, très malsaine, très, très. Mais il y a cette source à l'intérieur qui dit je veux vivre et je veux me reconnecter un peu avec l'humain. Donc là, pardon, je pars dans un truc complètement philosophique et tout, à 2 balles de comptoir, mais c'est juste pour expliquer un petit peu comment moi je vois les films et comment je les juge. Moi, je les juge en termes d'énergie et de vitalité. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y en a plus trop. Donc là, quand il y a un film qui est bourré de vie, mais qui te dit, par contre, pour te reconnecter à la source vitale, il va falloir que tu te mettes dans la merde et que ça remette en cause tes croyances et ce que tu crois être un mec bien, etc. Et tu vas te faire replonger. Là, c'est du tout bon. Là, t'as bon à tous les niveaux, je trouve, hein, personnellement. Bah, écoute, je pense on a bien conclu avec ça. Je pense qu'on va. Excuse, je suis parti. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète, y a pas de souci. En fait, moi aussi, je suis parti un petit peu. On a fait un gros détour, mais finalement, en fait, ça trouve un petit peu une certaine corrélation avec Limbo et en fait, ce qu'on a un petit peu dans une certaine mesure, ce qu'on reproche au cinéma actuel. Bah écoute. Je rappelle aussi aux gens, donc, on va conclure avec ça, Limbo, réalisé par Sud Cheng, qui est disponible, j'espère pour vous, dans votre salle depuis le 12 janvier. Si vous avez un cinéma qui le diffuse, n'hésitez pas à aller le voir.
Vraiment le magnifique, coup. magnifique sur grand écran. Il va ressortir en DVD de toute façon, donc vous pourrez vous le pas en Blu-ray, donc vous pourrez vous le procurer, mais courez quand même le voir en salle. Moi, j'ai très envie de le revoir, malgré le prix des places actuel qui est une horreur. J'ai quand même envie de le voir et de le revoir là. J'avoue que sur grand écran, c'est une expérience. C'est très rare que des films hongkongais sortent, d'accord, mais c'est très rare que des films hongkongais, pour un point de vue aussi universel sur le cinéma, sur le monde, sortent chez nous. Donc, courez-y. Ouais, clairement, ça vaut vraiment le coup. C'est une expérience pour moi. C'est vraiment, j'ai pas encore vraiment commencé à faire mon top de l'année 2023, mais clairement, il y a de grandes chances que Limbo sera très bien placé. Bah écoutez, je vous remercie encore Max. C'est moi qui te remercie. Pour cet entretien ciné Merci, merci. sur Limbo. Merci beaucoup. Alors, pour la semaine, on va se retrouver prochainement pour le prochain Mister Cult que j'ai commencé à écrire. On reviendra à de l'horreur avec le film Jeepers Creepers, le chant du diable, qui était sorti en 2001. Et bah, avec Max et normalement le beau parleur, et on va essayer de voir peut-être pour trouver encore une ou deux autres personnes. On se retrouve dimanche soir pour, je vous l'avais promis, on va s'attaquer à du lourd Bruce Lee pour dimanche. Ah ouais. Ça va être bien, ça va être Avec bien, grand ça va être plaisir. très bien. Une bonne semaine à vous. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao! Amen.